Aujourd'hui, on va présenter un peu rapidement, de manière très superficielle, le débat entre keynésien et monétariste. Alors c'est une question qui peut sembler purement théorique, mais en fait je la présente ici parce qu'elle a de grandes implications pratiques au niveau de la politique monétaire. En particulier, j'avais été choqué à l'époque d'une déclaration du président Nicolas Sarkozy euh, selon laquelle il voyait bien la Banque centrale européenne faire plus pour l'emploi, c'est-à-dire avoir également un objectif de croissance, hein, comme la Fed. Ça m'avait choqué parce que c'est une vision keynésienne et pro-américaine, si vous voulez, alors que la vision en Europe est résolument monétariste. En particulier la tradition de la Bundesbank, et décider de trancher comme ça entre qui a raison alors que les économistes sont toujours divisés en deux camps, hein, keynésien contre monétariste, ça me paraît un peu exagéré. Donc on va essayer de clarifier ce débat et de voir quelles sont les implications pratiques au niveau politique, en particulier pour Patche. Donc en gros, on dénote par keynésien ceux qui sont en faveur d'une intervention de l'État et des autorités et de la banque centrale dans l'économie, de manière à viser un objectif de croissance, et monétaristes, ceux qui croient que la monnaie est finalement neutre et donc augmenter simplement la quantité de monnaie n'a pas d'influence permanente sur l'état de l'économie. C'est bien sûr une simplification. Je veux dire, si on fait rapidement, ce qui ne lui fait pas honneur, hein, une slide sur Keynes, euh, Keynes a complètement révolutionné l'approche économique traditionnelle, puisque en fait, au lieu de partir comme la plupart des théories économiques, Adam Smith, etc., au niveau microéconomique, c'est-à-dire partir de l'usine, des incitations à produire précisément, il a aussi renversé la chose en prenant toute l'économie dans son ensemble et en faisant la remarque que si l'entrepreneur entreprend, c'est qu'il pense bien pouvoir vendre un certain produit économique à un certain prix, et donc il faut qu'il y ait en face une demande, un pouvoir d'achat suffisant, mais que cette demande elle n'est pas indépendante, demande elle dépend elle-même des salaires, et que lorsque l'économie est en fait la différence entre le profit de l'entrepreneur et les salaires qu'il paye, la seule manière que le régime soit en mode stationnaire, c'est que ces profits soient effectivement réinvestis. Donc c'est l'investissement qui comble, si vous voulez, le manque entre les deux grandeurs. Et c'est une théorie assez compliquée, hein, en particulier parce que Keynes introduit la monnaie, c'est-à-dire les prix en tant que tels, que plus tard dans son ouvrage. Et beaucoup de keynésiens ou des gens qui se réclament de Keynes n'ont bien sûr même pas lu Keynes ni rien compris. Alors déjà, les économistes à l'époque avaient du mal à comprendre Keynes. Si vous essayez de lire par vous-même, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus explicite et clair que les traités habituels d'économie. Donc probablement ils étaient habitués à une certaine logique et c'était pas celle que Keynes prenait, puisque Keynes était toujours assez proche des entreprises, de l'économie qu'il tentait de décrire, tout en bien sûr abstratisant pour faire un traité général. Alors on va citer rapidement des exemples d'incompréhension de sa théorie. Par exemple, Keynes était très pas ambivalent, mais on pourrait même carrément dire pas en faveur ou opposé à une politique monétaire laxiste. Il décrit l'utilisation de la monnaie dans le but, hein, la création de monnaie dans le but de relancer une économie comme jouer avec des allumettes. Donc si Keynes dit que c'est jouer avec des allumettes, c'est qu'il voyait bien le danger, hein, de telles pratiques. Alors là, il faut sans doute distinguer deux Keynes ou deux types de keynésiens.
le keynésianisme fiscal, qui est selon moi le véritable idée de Keynes, c'est-à-dire que lorsque l'économie entre en récession, de manière à minimiser les effets de cette récession, l'État va se substituer aux entrepreneurs sur le plan de l'investissement et investir lui-même avec ses ressources. Donc, avec ses ressources, l'État va employer des gens, ce qui va permettre de minimiser la peine et en tout cas de relancer la machine en redonnant un pouvoir d'achat aux gens. Ça, c'est le keynésianisme fiscal. Alors, il a été, bien sûr, c'est aussi dangereux dans le sens qu'il peut être détourné, puisque vous pouvez avoir des soi-disant relances de l'économie via l'appareil d'État qui sont en fait dirigés vers des groupes d'intérêt. On peut, la manière la plus facile, c'est de couper certaines taxes, certains impôts. Par exemple, favoriser l'immobilier. Voilà, ça c'est une relance tout à fait détournée. Ça ne crée pas de vraie richesse. Ensuite, un deuxième point que j'aimerais dire parce que actuellement, on se demande est-ce qu'on va vers l'austérité ou est-ce qu'il faut plus de relance de la part de l'État. Ce keynésianisme fiscal, il doit être interprété en contexte, d'accord? C'est-à-dire que l'État se substitue aux investisseurs privés parce que l'État, lui, peut prendre le risque d'employer des gens lors d'une récession. Il va faire des grands travaux, des grands projets. La Chine a fait ça. La Chine a fait ça en 2007-2008 et prévoit de le refaire à nouveau. Et ils construisent vraiment des choses. Ils construisent des aéroports, des autoroutes. Il y a vraiment quelque chose qui sera là et utile. Ce n'est pas investir de manière un peu avec des demi-mesures et avec des idées foireuses, comme on le ferait sans aucun doute en Occident. Ensuite, un second point, c'est que pour que cette politique de relance par l'État, donc de politique de grands travaux, de relance de l'économie, qui selon moi est foncièrement bonne et marche. Hein. Mais pour qu'elle marche, il faut encore en avoir les ressources. Parce que si vous avez des États endettés comme les nôtres, hein, des États qui, même lorsque c'est la prospérité et en période de boom, ils arrivent à accumuler des dettes, hein, et des dettes donc qui s'envolent de manière exponentielle. Si vous faites de grands projets, ils seront financés évidemment par la dette. Ce que vous allez créer, c'est une incertitude encore plus grande concernant l'avenir fiscal de l'État. Et là, vous n'allez pas relancer l'économie parce que tous les entrepreneurs privés sur lesquels vous auriez pu compter vont avoir peur du futur. Vous créez en fait de l'incertitude en créant de la dette. En fait, nos économies ne sont pas l'économie chinoise et ont perdu totalement la capacité d'intervenir sur le plan fiscal en cas de récession. Donc, ça explique pourquoi certains États aimeraient bien qu'on utilise la monnaie. C'est le cas des États-Unis. Je veux dire, les États-Unis peuvent pas faire grand-chose là-dessus. Et du coup, on détourne la véritable idée de Keynes, on en fait un keynésianisme monétaire où on dit qu'on va juste augmenter la quantité de monnaie, ça coûte rien, et espérer avoir un impact sur l'économie. Le problème, c'est que ça, c'est une théorie qui a vraiment aussi des raisons pour ne pas marcher. Alors, ceux qui affirment que ça ne marche pas, on les appelle souvent les monétaristes. Ils considèrent que la monnaie est neutre dans le sens que ce qui compte, c'est ce qui est produit dans l'économie et pas la quantité d'argent associée à chacun des objets, et du coup que le rôle des autorités est réduit. Alors, pour un monétariste, qu'est-ce qui se passerait? Vous avez un salaire, vous avez des dépenses, et probablement vous avez la différence, ce serait vos économies pour les dépenses futures. Supposons que j'augmente je double, allez,
Je double votre salaire. Donc votre salaire fait ceci. Je double le salaire de tout le monde dans l'économie. Donc mes dépenses quand je vais chez le boulanger ou quand je vais dans un supermarché ont également doublé. Donc les dépenses font à nouveau, disons, le double de mon salaire. Elles ont doublé. Les économies n'arrangent rien puisque les économies devront payer des biens qui seront eux également vendus 2 fois plus cher. Donc finalement le changement du niveau des salaires et de la quantité de monnaie n'a pas influencé le train de vie ni l'activité. Ça c'est la vision monétariste. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi, de réfléchir sur la politique de relance monétaire. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Disons qu'on a une quantité donnée de biens dans une économie. Hein. La quantité, on se la donne, elle est fixée pour le début, et à cette quantité correspond un prix. Pour pouvoir faire les transactions, une certaine quantité de monnaie est disponible dans l'économie. Donc cette quantité de monnaie, disons, c'est celle qui permet d'acheter et de vendre tous les services produits dans l'économie, l'équivalent du PIB, pour un certain prix. La vision donc la vision monétariste, si on veut, c'est que si j'augmente la quantité de monnaie disponible, les agents qui en ce moment travaillent dans l'économie voient que la monnaie a augmenté pour tout le monde, et ce qu'ils vont faire, c'est simplement augmenter leur prix, ou demander des salaires plus hauts si ce sont des salariés. Du coup, on reste à une quantité de biens donnés, fixée. Ça, c'est la vision monétariste. La vision, donc en particulier, cette vision monétariste, elle est vraie si vous avez une économie qui est de toute façon au maximum de ses capacités de production. Quand je dis capacité de production, il ne faut pas non plus l'interpréter simplement comme plein emploi. Hein. Il y a une différence entre capacité de production, et là c'est des biens qu'on vend et qui sont demandés, et simplement tout le monde a un emploi dans l'économie, mais peut-être certains produisent peu ou ont carrément des emplois fictifs. C'est pour ça qu'on dit que la relance monétaire, elle ne sert à rien si on est dans ce type d'économie où la frontière de capacité de production, qui est déterminée par un certain niveau technique, un niveau de recherche, un niveau d'éducation et la taille de la population active, est déjà atteint. Mais là où la relance monétaire peut être utile, c'est si la quantité de biens est moindre. Vous avez eu un prix qui correspond à cette quantité, et vous avez une certaine quantité de monnaie. Vous augmentez la monnaie disponible, et là, on suppose que les producteurs, en fait, voient simplement ça comme une demande supplémentaire. Ils se disent, ah, c'est bien, je vais répondre à cette demande en augmentant la quantité de ce que je produis. Et là, vous avez donc un accroissement jusqu'aux capacités de production maximales possibles des biens produits dans l'économie. Cet accroissement, après, il va y avoir des ajustations par le prix, puisque probablement cette surplus de monnaie aura entraîné une inflation qui va en fait rogner la marge des producteurs qui augmenteront finalement leur prix. Mais ça a eu l'effet quand même de nous ramener sur cette ligne de capacité de production et d'employer tous les gens qui, de là à là, étaient au chômage hein, à cause de cet état de l'économie. Ensuite, je vais conclure en disant quelque chose d'assez important quand même sur la relance monétaire, c'est que, bon, selon moi, ça ne marche pas, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais ça a un effet néfaste aussi, dans le sens que on peut pas supposer que les autorités et la Banque centrale arrivent simplement à doubler les salaires et doubler la monnaie de tout le monde
D'accord? D'abord, s'ils faisaient ça, ce serait qu'un changement de numéraire. Donc, certainement le prix, en doublant simplement, en disant, bah maintenant, 1 euro, c'est égal à 2 euros, bah les prix, bah, ils doubleraient simplement, hein, et il y aurait la même quantité de biens. Mais ensuite, c'est à part de faire un changement de numéraire qui n'aurait aucune conséquence, quand vous introduisez de la monnaie dans une économie, elle entre pas partout de manière uniforme. Les premières personnes qui ont accès à cette monnaie sont les banques commerciales. Donc, elles, elles vont prendre une marge et un bénéfice sur ce nouvel afflux de monnaie. Plus vous êtes près des flux financiers, plus votre salaire ou vos profits sont élevés. C'est ça la règle en fait, hein, dans la pratique. C'est pas la demande, c'est pas le rendement, hein, puisque si on voulait aller dans le rendement, excusez-moi, mais les chercheurs, hein, sont les gens qui ont le plus haut rendement sur la planète Terre, et pourtant sont souvent les plus pauvres. Pourquoi? Bah parce que les retombées de leur invention sont souvent tellement plus en aval que bah, ils ne profitent pas des flux financiers générés, hein. C'est juste une question d'où est-ce que vous êtes. Alors que les banquiers, qui sont très proches de la nouvelle monnaie créée, peuvent en profiter. Bon, il y a augmentation de la quantité de monnaie et tous les prix dans l'économie ne suivent pas de manière uniforme. Il y a des négociations coûteuses entre salariés et employeurs qui doivent prendre place. Il y a la répartition de richesse est également modifiée puisque certains employés auront plus de mal à renégocier leur salaire que d'autres. Un employé qui est je sais pas, à la banque, très mobile, il peut faire jouer plusieurs employeurs les uns contre les autres pour augmenter son salaire. Un employé de l'État français, par exemple, en gros, il n'y a qu'un seul employeur, c'est l'État, et si vous n'êtes pas content de son salaire, ben partez au chômage. Vous devez vous reconvertir au milieu de votre vie. Il n'y a pas d'alternative. Au passage, j'aimerais remarquer ce truc assez amusant de l'État. Si vous voulez enseigner en France, en fait, devenir professeur au collège ou au lycée, vous avez un concours qui s'appelle le CAPES. Et c'est très intéressant que c'est le même concours si vous voulez vous présenter pour les collèges privés, mais par contre, l'État vous permet pas de passer, ne vous permet pas, il vous demande avant de passer le concours de choisir soit CAPES, donc pour le public, soit CAPES pour le privé. C'est le même concours. Pourquoi? Alors pourquoi il fait ça? Bah, pour moi c'est assez clair. Il veut avoir le monopole des gens qui auront eu leur CAPES. Il veut pas que quelqu'un qui a eu le CAPES puisse pouvoir partir dans le privé après avec le même diplôme. Donc il dit, avant que vous passiez le diplôme, il dit bah, comment on va l'appeler votre examen? Est-ce que c'est CAPES ou est-ce que c'est CAPES? C'est la même épreuve. Mais ça ne fait rien, c'est juste pour diviser la base des professeurs, de manière à ce que chaque employeur, que ce soit le privé ou l'État, puisse avoir un pouvoir de négociation plus important. Donc cet exemple, c'est pour montrer que le pouvoir de négociation des gens, il varie. Et en juste créant des flux plus grands de monnaie, il y a tout qui doit être négocié, donc ça veut dire grève, ça veut dire aussi des gens qui seront complètement écrasés finalement, hein, dans ce processus de renégociation et qui du coup consommeront moins. Donc ça, c'est ce qu'on oublie de dire sur le processus de relance monétaire, c'est que c'est pas simplement doubler tous les prix dans l'économie, c'est que l'argent rentre quelque part et crée le plus de bénéfices pour les gens qui sont les premiers à mettre, à avoir ce flux d'argent qui leur passe entre les doigts, d'accord? Et ça explique pourquoi les politiques monétaristes laxistes en fait profitent toujours aux banques. Les entreprises du Standard & Poor's qui financières faisaient 15% de l'indice vers 2000 et 40% de l'indice en 2008. Pourquoi? Parce que depuis 2001, on a eu aux États-Unis une politique de taux très bas, monétaire, de relance de l'économie, qui a tellement bien marché que ça a engendré des bulles sur les actifs, puisque, comme je vous ai dit, cette monnaie disponible, elle passe dans certaines mains. Et les premières mains dans lesquelles elle passe sont les mains des banques. Et qu'est-ce que la banque va faire? Ben, elle va juste acheter plus d'actifs. Donc elle va acheter des actions.
Bon, là, ils avaient déjà eu un crash sur les actions, donc ils se sont tournés vers l'immobilier et vous créez comme ça des bulles. Donc, voilà, pour conclure, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Euh, Peut-être j'en ferai une plus détaillée, mais je pense que si vous comprenez que le débat n'est pas tranché entre qui a raison, keynésien ou monétariste, si vous voyez qu'il y a des gens plus simplificateurs que d'autres, et qu'il y a des conditions aussi pour qu'un keynésianisme fiscal puisse fonctionner, qui est que, entre autres, que il ne crée pas plus de dommages à l'économie en augmentant l'incertitude sur la capacité de l'État à rembourser sa dette, qu'il ne crée de biens en employant plus de gens. La Chine pouvait clairement se le permettre, elle se l'est permis, je pense qu'elle a très bien fait. Euh, Chez nous, on sait qu'on ne peut pas se le permettre, mais on essaye de présenter des fois des demi-mesures. L'idéal serait évidemment que les États aient toujours cette marge de main-d'œuvre, c'est-à-dire que arrivent, lorsque tout va bien, à constituer des réserves, à réduire leur dette, disons sous 50% du PIB, ce serait idéal, de manière à pouvoir agir de manière contracyclique lors d'une récession. Contracyclique, c'est-à-dire à l'opposé du cycle économique, c'est-à-dire en investissant précisément où tous les investisseurs privés sont partis, préfèrent garder la liquidité telle quelle plutôt que d'entreprendre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.